Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire Territoire et Transition organisé par Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Je suis Julia Laurence, je suis chargée de mission politique contractuelle et transition et avec Maïwen Oden, chargée de mission développement territorial, nous co-animons le chantier Territoire et Transition. Maïwen, pour ceux qui nous rejoignent peut-être aujourd'hui pour la première fois, sur un événement en distanciel, est-ce que tu veux bien prendre le temps de nous présenter la structure Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine et nous rappeler également les modalités d'utilisation de notre outil de webinaire? Oui, merci Julia. Donc, comme vous avez pu le voir en entrant dans ce webinaire, vous avez tous les micros coupés. On vous invite par contre à vous exprimer grâce à l'onglet chat qui vous permet de partager des liens qui seraient en ressources au vu du sujet d'aujourd'hui, mais aussi nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Peut-être nous dire 2 mots sur le projet de territoire que vous menez en ce moment. Et n'hésitez surtout pas à vous renommer pour qu'on puisse vous reconnaître et que vous puissiez vous identifier les uns les autres également. Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, donc PQNA, est un centre de ressources du développement territorial. Il accompagne la mise en place des politiques publiques en Nouvelle-Aquitaine sous différents formats, donc des rencontres en présentiel, mais aussi en distanciel comme aujourd'hui. Par ailleurs, nous avons une plateforme numérique qui permet de relayer ce que nous produisons, donc des travaux d'analyse, mais aussi des relais d'expérience, donc sous la forme de fiches. Nous avons aussi des fiches outils et des guides, donc n'hésitez pas à le consulter, on vous met le lien dans le chat. J'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a un onglet questions dans lequel vous pourrez poser les questions tout au long des interventions. Donc, on vous invite à l'utiliser exclusivement pour ça. Ça permettra aussi un système de réaction. Donc, vous pouvez réagir aux questions qui vous semblent les plus pertinentes et on les prendra lors du temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Ce webinaire, il s'inscrit dans le cadre d'un cycle de qualification qui s'intitule « Faciliter les transitions dans les projets de territoire ». Ce cycle a débuté au mois de janvier avec un premier webinaire dans lequel nous avions abordé la nécessaire territorialisation des transitions ainsi que la manière dont les territoires mobilisent les outils contractuels pour intensifier leur démarche de transition. Ce deuxième webinaire, il est consacré à ce moment charnière où les territoires engagent leur démarche de transition, ainsi qu'au rôle des élus qui peut être modifié au regard de l'ensemble des intérêts en jeu et des sujets multiples qui peuvent se poser dans les démarches de transition. Aujourd'hui, l'objectif n'est pas d'examiner le volet technique des démarches de transition, mais bien de se poser la question de comment on embarque son territoire, comment on embarque les acteurs, comment on embarque sa structure dans une démarche de transition territoriale. Et pour répondre à la question d'aujourd'hui qui est comment initier sa démarche de transition, on vous propose de commencer par l'introduction par Stéphane Vincent, délégué général de l'association 27e région, qui va nous parler de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez les élus, quelle est l'évolution, notamment les transformations de posture, leurs besoins en termes d'accompagnement sur le sujet des transitions. Nous aurons ensuite les témoignages de 2 territoires par Gilles Reynaud, vice-président de la communauté de communes du Haut-Limousin En Marche, ainsi que Sophie Brana, vice-présidente du Parc naturel régional du Médoc. Et tous deux nous parleront de la manière dont leurs territoires se sont saisis de la question des transitions et comment ils ont mis en marche cette démarche. Nous aurons ensuite 25 minutes de questions-réponses, donc c'est là qu'on prendra les questions que vous nous aurez posées dans l'onglet en question et qui permettra d'interagir avec les intervenants sur le plateau. Nous finirons le webinaire donc pour 15h30 comme prévu, avec la clôture de nos partenaires financiers, donc l'État, la région Nouvelle-Aquitaine et l'ADEME. Pour ce premier temps, nous allons retrouver Stéphane Vincent en distanciel depuis Paris, où est basée la 27e région. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous m'entendez bien ? Stéphane,
Oui, super, Oui, merci. super. Parfait. Merci de nous rejoindre. Vous êtes le délégué général de la 27e région et vous avez accepté de nous donner un cadrage introductif pour notre webinaire d'aujourd'hui sur la thématique de comment initier les démarches de transition dans les territoires. Est-ce que cela implique sur la posture des élus dans les territoires? Donc, merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Vous avez une présentation avec un support. On vous laisse dérouler et prendre la main pour cette conférence introductive. Parfait. Vous allez me dire si vous voyez mes slides. Vous les voyez? Oui. Pour nous, c'est bon. Parfait. Donc, je vais mettre un chronomètre parce que je crois que j'ai 15 minutes pour présenter et on aura 5 minutes pour en parler ensuite. Donc, je lance tout de suite le chronomètre. Donc, ce que je pensais faire, c'était d'abord vous dire un mot sur ce qu'est la 27e région et qu'est-ce qu'on vient faire dans cette histoire. Vous donner ensuite notre analyse des questions systémiques auxquelles sont confrontés les élus aujourd'hui. Et il y a les questions des transitions écologiques, mais ça a démarré. En fait, ils ont des enjeux à affronter depuis bien longtemps. Et je vous donnerai un peu notre analyse de ces questions. Et puis, dans un troisième temps, je vous parlerai des enseignements d'une expérience qu'on a menée sur les besoins des élus en matière de formation à la transition. En fait, quand on travaille avec eux pour savoir de quoi ils ont besoin pour démarrer, mais aussi pour se former, qu'est-ce qu'ils nous disent. La 27e région, en un mot, c'est une structure qui a été créée il y a 16 ans, à l'origine avec Région de France, l'association des régions de France, et qui en gros d'abord on est une association sans but lucratif, on a une quarantaine d'adhérents qui sont des collectivités locales dans toute la France, mais on a aussi un réseau important à l'international, et notre boulot c'est de jouer le rôle on va dire, de laboratoire, d'explorateur, de comment on pourrait, face aux défis qu'on doit aujourd'hui affronter, réinventer la façon de fabriquer des politiques publiques. Donc, en gros, une mission impossible et qu'on n'arrivera sans doute jamais à atteindre, mais c'est un peu notre ligne de conduite. Et la façon dont on travaille là-dessus, c'est qu'on mène des expérimentations, on mène des programmes de recherche-action. Sur la question de la formation, enfin de la question des élus aux transitions, des problèmes auxquels doivent faire face les élus, moi je me souviens d'un bouquin écrit il y a 20 ans par des chercheurs et un élu qui s'appelait La fin des maires. Il y a eu aussi un bouquin d'un chercheur qui s'appelait Les fantassins de la République. C'est pas nouveau en fait que les élus locaux, et alors on parle encore peut-être plus des élus dans des territoires ruraux, font des missions impossibles en fait. C'est-à-dire que c'est véritablement, et ces derniers temps, on voit bien il y a une recrudescence de la violence vers les élus locaux. Là, on prépare un dossier pour la revue Horizon Public sur la question enfin, comment dire, est-ce qu'on aura assez de maires, de candidats pour être maire dans les élections prochaines? Est-ce que les enjeux de la transition écologique, c'est pas en train d'être des enjeux infranchissables pour eux? Donc, ça fait longtemps en fait qu'ils sont confrontés à ça. Et nous, en fait, on a cherché. J'ai un peu regardé en préparant ce séminaire dans nos expériences comment on a essayé de traiter la question des problèmes que vivent les élus. Et j'avais envie d'abord de commencer par vous montrer quelques exemples qu'on avait pu tester. En fait, nous, quand on traite de la question des élus, on essaye un peu de les remettre au centre, de regarder, d'essayer de prendre le point de vue de la vie quotidienne des élus. On n'arrive pas à comprendre la réalité des élus, les problèmes systémiques auxquels ils doivent faire face, si on lit juste la presse, si on regarde les choses à travers les débats publics, etc. Nous, on a, par exemple, en 2009, donc il y a assez longtemps, on a passé 3 mois avec des élus dans une collectivité pour regarder comment ils bossaient au quotidien, quoi. Et pour nous, c'est une première réponse à comment est-ce qu'on peut les aider un peu, c'est déjà de se mettre un petit peu mieux de leur point de vue. Là, je vous ai mis à l'écran, par exemple, une espèce de cartographie. Au centre, il y a 3 élus et on a essayé de reconstituer les chevaux des réseaux avec lesquels ils doivent composer, leur majorité, leur réseau à eux, leurs activités parallèles, leurs 3 mandats. Donc vraiment, l'idée d'abord, c'est essayer si on veut un peu mieux comprendre ce qui leur arrive, se mettre à leur place. Et là, dans cette expérience qu'on avait menée, par exemple, un des constats qu'on avait fait, il y avait une des élus c'était son premier mandat.
elle avait des mandats locaux, mais c'était son premier mandat régional. Si on lui préparait pas au moment de son nouveau mandat un kit d'accueil où on lui explique le plus vite possible comment fonctionne la collectivité, comment voter en conseil, en commission permanente. Enfin, si on lui explique pas rapidement le mode d'emploi de la structure, bah, elle peut passer un mandat à courir après, quoi. Donc ça, c'est le premier élément de réponse, c'est quand on veut aider les élus devant des problèmes complexes, il faut déjà se mettre dans leur peau. On avait mené une deuxième expérience. Un des problèmes qu'ont les élus, c'est la relation avec leur administration. Et on pourrait dire, un des problèmes qu'ont les administrations, c'est les relations avec leurs élus. C'est-à-dire que c'est pas totalement clair quand même. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue qui, dans certains cas, fonctionne bien, mais il y a quand même plein de situations où il fonctionne pas bien. Et là, on avait mené une enquête dans une collectivité où on s'apercevait qu'en fait, quand une politique publique dysfonctionnait, c'est souvent que la commande avait été mal passée au début, que les élus avaient décidé d'une nouvelle politique ou d'un nouveau dispositif, mais que la passation à l'administration n'était pas claire, il manquait des choses, il y avait des intentions qui n'étaient pas claires. On avait inventé un format qui durait 1h30, qui s'appelait le démarreur bienveillant, qui était une discussion libre entre un groupe d'agents et l'élu. Et pendant 1h30, contrairement à d'habitude, les agents avaient le droit de poser toutes les questions qu'ils voulaient sur un dispositif que portait l'élu. Et mine de rien, on s'apercevait que dans ces conversations, il y avait des choses qui se disaient jamais, des éléments de clarification, des choses qui normalement, enfin quand on regarde ça de l'extérieur, on se dit mais normalement ces gens-là doivent travailler la main dans la main. Et en fait, il avait fallu qu'on crée ce cadre très protocolaire. La réunion se passait pas dans le bureau de l'élu parce que quand ça se passe dans son bureau, il a un peu trop tendance à exercer sa prédominance. Donc il fallait que ça se passe dans un endroit neutre, etc. C'est un format qui a très bien marché et qu'on a reproduit depuis. Un autre sujet, c'est qu'est-ce qui fait la réussite d'une mandature pour les élus, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont réussi un mandat on a fait l'hypothèse qu'en fait, il y avait, les politiques publiques sont très peu évaluées, ça on le sait, mais il n'y avait rien qui permettait de juger à la fin d'une mandature pour un élu ou pour une majorité si on avait atteint les objectifs, quoi. Et donc, on avait, lors d'un programme en 2016 qui s'appelait Les Éclaireurs, qui était un programme de prospective administrative, on l'appelait comme ça, on avait testé avec un groupe d'élus un truc qui s'appelait l'aperçu politique, c'est-à-dire l'idée qu'en début de mandat, par exemple sur les questions de transition écologique, on s'accorde ensemble sur qu'est-ce qu'on en attend, quel type de résultat on en attend à la fin, et on essaye de clarifier en 3 pages ce que sera la vision, quelles seront nos priorités, comment ça s'impactera dans nos politiques, et puis quels outils de mesure on aura à la fin. Ça paraît fou, mais c'est aussi des choses qui n'existent pas. Et ce test, en fait, par exemple, à Nantes, c'est devenu un truc que la Johanna Roland appelle les marqueurs. Donc, par exemple, sur la transition écologique, il y a un marqueur qui fait 5 pages, qui est le fruit d'une co-écriture entre les élus et l'administration. Et ils ont une vision, alors on est d'accord avec elle ou pas, mais en tout cas, en 5 pages, on a où on veut aller, quelles sont les priorités, quelle est la situation, comment on va le faire, etc. Un autre exemple, c'est un peu le contre-pied du premier exemple que j'ai pris, c'est on s'est confronté à des situations où les élus ont du mal à se mettre vraiment dans la peau des habitants, c'est-à-dire qu'ils ont un rapport avec eux qui est un rapport d'élus en campagne un peu. Simplement, ils ont du mal à comprendre les besoins fins des habitants. Et on avait testé un truc qui s'appelait les élus dans la peau de l'usager. On était en gare de Corbigny en Bourgogne et on a mis des élus locaux dans la peau d'utilisateurs devant aller à Dijon en bus, devant trouver leur chemin pour aller d'un point A à un point B. Et ils se sont confrontés à la réalité en fait, les services d'information téléphonique ou ceux de la SNCF ne sont pas très bien faits. Et donc, on mettait comme ça, on transformait un peu les élus en clients mystères, en habitants fictifs. Et du coup, ils réalisaient qu'en fait, il y avait notamment un des élus qui était en charge du transport à l'échelle régionale. Le fait de se mettre dans la peau des usagers et de voir que le service d'information régionale des transports ne fonctionnait pas bien et de s'en rendre compte lui-même, était un peu vertigineux. Donc voilà, je voulais un peu introduire comme ça pour dire que, en fait, quand on veut traiter les questions
les questions systémiques, il faut mener des expériences pour essayer de se mettre dans leur peau et essayer des façons d'améliorer tout ça. Et je voulais surtout vous parler d'un programme un peu dans cet esprit qu'on a mené pour essayer de comprendre comment aider les élus qui veulent se lancer dans les questions de transition. C'est un programme qui a été mené il y a 2 ans maintenant avec l'Institut Paris Région dans le cadre d'un programme TIGA avec l'ALEC Ouest Essonne. En fait, c'est une réflexion qui part du constat que les élus se forment assez peu. Structurellement, en France, les budgets de la formation aux élus sont que très partiellement utilisés. Si vous interrogez les élus, en général, ils n'ont pas le temps de rentrer dans des offres de séminaires, alors encore moins s'ils sont dans une commune rurale, de faire 50 km pour faire une formation présentielle. Mais même les formations en visio, ils nous disent qu'ils en ont un peu marre. Donc en réalité, c'est compliqué pour les élus. Et en même temps, ils expriment un certain nombre de besoins. Donc on a essayé de comprendre à travers une recherche-action comment on pourrait essayer d'améliorer les choses. D'abord, on a mené une enquête auprès d'une vingtaine d'élus de l'Ouest Essonne et des élus plutôt ruraux ou périurbains, donc pas d'élus de grandes villes franciliennes, mais plutôt des villes périurbaines et rurales. Et on leur a soumis, d'abord on avait mené une enquête préalable pour essayer de comprendre les offres de formation à la transition écologique, qu'est-ce qui existait sur le marché. Et on s'en était inspiré pour inventer 3 formations fictives, l'une très connectée, très opérationnelle, pour créer. C'était une formation qui vous aidait à créer des démonstrateurs. La formation vous aidait vraiment à atterrir sur des choses concrètes. Une autre formation qui visait plutôt à repartir des enjeux, partant du principe que en fait, il y a aussi des collectivités qui travaillent d'abord sur les projets et qui se demandent après quelle vision ils vont servir, à quoi ils servent. Donc peut-être une formation sur les enjeux. Et puis une autre qu'on avait on appelait prendre de la hauteur. Alors là, c'était vraiment une formation sur les concepts de la transition, avec un voyage de 3 jours en Écosse, enfin un peu l'archétype de la formation un peu stratégique, peut-être un peu théorique. Et on les avait fait réagir à ces 3 maquettes de formation fictive. Et c'était très intéressant parce certains détestaient les formations qu'on leur proposait, d'autres les trouvaient vachement bien. Et du coup, donc ça c'est un peu le profil des élus qu'on avait interrogés. C'était des élus, pour certains, dont c'était le premier mandat, une élue chargée des finances dans une commune de 5000 habitants qui se formait aux questions fiscales dans le bus en rentrant du boulot sur son iPhone. Donc vous voyez, d'autres élus plus vétérans, chacun un peu avec leurs problématiques. Et en gros, voilà ce qu'ils nous ont dit. Ce qu'ils nous ont dit, c'est j'ai pas le temps. Bon, ça, on s'en doute un peu, hein, mais vraiment, le premier truc, s'il fallait en tenir compte de 15, c'est qu'en fait, ils n'ont pas le temps de se former, même si les questions de transition, ils les jugent très importantes. Ils ont des besoins qui reflètent la diversité des situations aussi. Aucune commune ne se ressemble, donc le charme, c'est qu'en fait, on ne peut pas les mettre dans une case. Ils ont vraiment des besoins très variés. Il y a des prérequis pour qu'ils se forment. Un des problèmes, c'est que évidemment, dans les collectivités où ils sont, il n'y a pas de stratégie de formation. Il n'y a personne en charge de ça. Dans certains cas, ils avaient un collaborateur qui s'intéressait à ces questions et qui passait des coups de fil à des acteurs de la formation pour voir ce qui existait. Mais quand même, souvent, les prérequis n'étaient pas là, quoi. L'idée aussi que beaucoup de ressources existent déjà. Il y a beaucoup de choses en ligne, il y a des MOOC, il y a une pléthore, c'est la jungle en fait. Il y a déjà énormément de choses. Donc, prétendre résoudre ce problème simplement en disant on va créer une nouvelle formation ne fonctionnait pas. Il y a une attente de dynamique collective. Beaucoup d'élus nous ont dit moi, ça ne m'intéresse pas d'être formé seul. C'est un sujet d'équipe, la transition. C'est un sujet collectif. Et donc, proposez-moi des choses où on embarque, où on y va collectivement, soit à l'échelle de ma collectivité, soit avec d'autres collègues, mais proposez-moi des choses collectives. Une nécessité d'embarquer les moins convaincus. Ce que nous disaient les élus chargés de la transition, c'est j'arrive pas à en parler à mon collègue chargé des finances. J'arrive pas à en parler avec mon collègue chargé des RH.
Donc les élus à la transition, ils sont quand même un peu seuls, quoi. En plus, ils sont vus quelquefois comme des apparatchiks, pas des apparatchiks, mais des militants activistes, quand bien même ils sont pas écolos encartés. Ils sont souvent euh, abusivement soupçonnés d'être des dogmatiques de l'écologie, quoi. Donc ils expriment souvent une difficulté à dialoguer avec les autres. Ils attendent tous des contenus opérationnels. Il faut que ça atterrisse, il faut que ça soit d'une manière ou d'une autre, il faut que ça puisse concrétiser des choses. Prendre du recul, mais sans aller trop loin. Hein. Donc, ni le séminaire en Écosse, ni le truc trop ras du sol, quelque chose un peu d'intermédiaire. Ils attendent des choses pour mieux impliquer les habitants. Tous les élus à la transition vous diront que leur truc en ce moment, c'est qu'ils sont les habitants surréagissent à ces questions. Il y a des conflits d'usage. Il y a des habitants qui râlent parce qu'on coupe 3 arbres. Donc il y a vraiment un petit sujet. Voilà, j'ai presque fini mon temps de présentation. Il y a vraiment un petit sujet avec ça. Créer du lien entre élus dans un périmètre proche. Ils veulent travailler entre pairs, entre élus sur cette question. Le rôle des services qui assurent la continuité de ce que font les élus. Une attente d'outils de simulation de conflits d'usage. Aujourd'hui, la transition pour les élus, c'est synonyme de conflit. Les questions de gestion de la ressource en eau, etc., c'est des questions conflictuelles. Donc, la question, c'est les élus sont bien conscients qu'ils peuvent mettre les conflits sous le tapis. Et ils le font de temps en temps, ils sont obligés. Mais en réalité, ils ne traitent pas le problème. Donc, comment se former à la transition, c'est peut-être aussi se former à mieux gérer les conflictualités, arriver à être un médiateur entre des situations opposées ou des avis opposés. Et puis, ils attendent des formations à la fois transversales et très ciblées. Par exemple, il y a des questions qui reviennent en ce moment dans la transition, c'est la gouvernance. Si vous créez, je sais pas, une structure de gestion de la forêt, comment on crée une gouvernance qui tient compte des différentes parties prenantes? C'est des questions de pilotage, de gouvernance qui sont hyper compliquées. C'est pas des questions écologiques au sens, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. C'est pas des questions techniques sur des questions écologiques. C'est des questions de pouvoir et de gouvernance. Donc ils attendent des choses là-dessus. Donc on a expérimenté, fort de ces résultats, on a expérimenté des choses. Je ne vais pas les détailler en long et en large, je vais vous en citer juste 2 ou 3. On a testé un format où en fait les élus se forment eux-mêmes tout seuls. On a appelé ça les élus enquêteurs. Donc par exemple, on a travaillé avec un groupe d'élus qui avaient besoin de mieux comprendre parce qu'ils avaient un projet à l'échelle régionale là-dessus, enfin, la région était en train d'épauler là-dessus, comment traiter les questions de méthanisation. Eh ben, on a considéré que peut-être le mieux, ça serait que les élus, on leur donne les téléphones et on peut même leur préparer les rendez-vous avec des experts, des gens qui ont déjà essayé, qui ont déjà réussi ou un peu raté des cas. Et on demandait aux élus de devenir journalistes, de passer les coups de fil et de revenir en conseil municipal en faisant un débrief de ce qu'ils avaient appris. Donc une espèce de formation vraiment auto-formation sur le mode. En plus, du coup, c'est eux qui décidaient de leur agenda. Quand nous, on leur disait, ça serait bien si vous pouviez faire ça dans 3 semaines. Mais du coup, et la plupart des élus ont accepté d'écrire un texte, ont exprimé vraiment l'envie de raconter ça en conseil municipal. Donc en fait, ils se sont formés eux-mêmes, quoi. Et c'est un format qui, à l'usage, on l'a testé plusieurs fois, fonctionne assez bien. On a créé aussi un groupe de pairs entre élus chargés à la transition d'une dizaine de collectivités, comme un groupe de co-développement en fait. C'est-à-dire, au fond, l'idée c'est il n'y a rien de mieux qu'un élu à la transition pour expliquer à un autre élu à la transition, enfin pour dialoguer avec un autre élu à la transition. Donc c'est comment on crée un groupe d'entraide entre élus qui se comprennent, qui donc vont se raconter aussi des choses qu'ils raconteront pas ailleurs. Faut comprendre que les élus ils sont souvent prisonniers aussi de leur parti, de leur majorité. Des fois, il y a des trucs qu'ils ne peuvent pas dire, en fait. Et là, on crée un groupe de confiance entre élus de communes qui n'avaient jamais bossé ensemble. Et tout d'un coup, ils avaient des tas de choses à se dire, quoi. Et ça, on a animé ça pendant 1 an. Ils finissaient par s'animer eux-mêmes. Et vraiment, l'idée d'un groupe de co-développement sur la transition entre élus, ça fonctionnait vachement bien. Et je voulais juste terminer en vous disant un peu quels ont été les livrables. Alors, on a sorti à la fin un guide, un manuel de survie.
en disant voilà, ces élus, ils ont 1000 trucs, enfin, on a un respect infini pour eux, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, peut-être qu'on peut leur construire une espèce de kit de secours. Et dans ce kit de secours, il y avait 4 choses et pas une de plus, euh, qui relevaient évidemment de choses dont on sentait qu'elles étaient très prioritaires. On avait produit un petit guide sur comment travailler sur le récit, comment dans ma collectivité je crée un narratif commun au sein de mon exécutif, parce qu'on s'aperçoit qu'ils sont pas d'accord en réalité. Donc on leur donnait dans ce truc des exemples, des éléments d'autodiagnostic, des exemples qu'on avait vus dans une petite ville en Suède, un truc en France. Enfin voilà, des choses assez opérationnelles quand même. Un autre sur comment mieux travailler sur ces sujets avec les agents. Un troisième sur la question du pouvoir, parce que pour nous et pour les élus avec lesquels on a travaillé, travailler sur la transition, c'est partager davantage le pouvoir. On ne peut pas imposer des démarches de transition. Il faut accepter de travailler d'ouvrir le pouvoir aussi aux entreprises du territoire, aux habitants, aux collectifs d'associations, etc. Donc, c'est aussi un changement de paradigme en termes de pouvoir. Donc, concrètement, comment on fait? Et la quatrième chose, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est quelques idées et tuyaux et astuces pour traiter les dimensions conflictuelles et surtout ne pas les mettre sous le tapis. On a aussi sorti, on ne l'avait pas prévu, mais on s'est aperçu que notre démarche serait utile si on adresse aussi les organismes de formation, même le CNFPT, enfin tous les organismes de formation publics ou privés qui prétendent vouloir faire des offres sur la transition. Et donc on s'est dit qu'on avait des choses à leur dire aussi, sur des choses qu'il faudrait peut-être plus faire, ou des choses nouvelles à imaginer. Donc on leur a produit un guide avec des ressources. Et puis on a testé, j'ai cité tout à l'heure 2 expériences, mais en fait on en a testé 11. Et on a publié un livret où on explique ces expériences. On a publié un espèce de quiz pour des élus qui ont l'impression que la transition, c'est pas pour eux. Dans ce quiz, quand ils le remplissent, ils s'aperçoivent qu'en fait, ils font déjà des choses. Mais le quiz peut les aider à un peu se repérer, à savoir où ils en sont en termes de trajectoire. On a testé plein de formats. On a eu aussi les élus avec lesquels on a travaillé ont bien aimé l'exercice et ils ont envie de publier une tribune. Il faut savoir que notre programme, il était au moment de la réforme, enfin d'une énième réforme sur la formation des élus. Et ça leur a donné envie de publier une tribune qui a été signée par une 50aine d'élus ruraux dans le Courrier des maires, où ils expliquent en fait comment ils verraient leur formation en fait sur les questions de transition et que l'offre institutionnelle leur convient pas, quoi. Voilà ce que je voulais un peu vous dire sur notre expérience de la façon d'approcher la transition par les élus et comment nous on l'avait abordé. Et je suis ouvert à toute question ou discussion si j'ai pas été clair ou si ça peut être... Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation qui était vraiment passionnante et je pense qu'il aura parlé à beaucoup de nos participantes et de nos participants. On a noté qu'il y avait beaucoup de besoins, qu'il y avait aussi des défis dans la posture de l'élu face aux transitions. Stéphane, on a pris un petit peu de retard. Est-ce que ça vous dérange si on fait les questions qu'on avait prévues à l'issue de la présentation juste après le témoignage des élus, comme ça permettra aussi de confronter et d'enrichir parce que je pense que les questions qu'on aura à poser sur le programme des formations des élus en transition, tout comme sur votre analyse des besoins des élus, se justifient aussi au regard des témoignages qu'on va entendre. Soyez plus cash avec moi, il n'y a pas de souci. Ok. Les questions viendront après, pas de chichi. Ok, super. Ben, on fait comme ça. On a mis toutes les ressources, enfin Pauline a mis toutes les ressources que vous avez citées dans le chat du webinaire, donc qui peuvent être retrouvées par les participantes et les participants. Et Stéphane, on vous retrouve juste après le temps de témoignage. Donc, nous accueillons nos 2 témoins élus aujourd'hui. Gilles Reynaud, qui est vice-président au sein de la communauté de communes Haut-Limousin en Marche, et Sophie Brana, qui est vice-présidente du parc naturel régional du Médoc.
Donc, Gilles Reynaud, je vais commencer par vous, en vous posant la petite question. Donc, vous êtes vice-président en charge des énergies renouvelables et de la GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et aussi le territoire sur lequel vous travaillez, également un peu les axes stratégiques du projet de territoire sur les transitions qui est mené sur le Haut-Limousin en marche. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Gilles Reynaud, je suis agriculteur de métier. Je suis maire depuis 2008 d'une petite commune de 400 habitants dans le nord de la Haute-Vienne et vice-président de la communauté de communes du Haut-Limousin en marche depuis 2017 et qui est né d'une fusion de 3 communautés de communes. C'est important de le préciser parce que ça a créé tout un tas de bouleversements et de réflexions et qui nous ont amenés à structurer notre réflexion et à s'obliger, entre guillemets, à écouter des nouveaux élus qu'on ne connaissait pas, avec lesquels on ne travaillait pas au quotidien, et aussi à ne pas perdre le lien avec le terrain, c'est-à-dire avec les habitants, les acteurs socio-économiques et les entreprises. Notre territoire vaste par sa surface, 40 communes, 140 000 hectares à peu près, mais 23 000 habitants. Et donc ça représente à peu près entre le quart et le cinquième nord du département de la Haute-Vienne. Donc on gère de la surface et de l'espace autant que des habitants et des équipements. Voilà très rapidement. Dans nos axes de travail et dans le document politique qui les représente, c'est-à-dire le projet de territoire, on a quelque chose sur la mise en avant de la nature à travers la biodiversité et la valorisation de l'espace à travers les énergies renouvelables. On a un item sur les pépites culturelles et on a un autre axe aussi sur les pépites industrielles. Voilà, très rapidement. Donc on voit les 3 axes de votre projet de territoire. On voit aussi qu'il y a quand même une dynamique en faveur des transitions qui est enclenchée sur votre communauté de communes. Est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont ça s'est passé, la manière dont les élus de l'Interco se sont emparés de ces questions et ont souhaité mobiliser les différents leviers à leur disposition pour engager le territoire dans les transitions? Sur quelque chose qui est important et fondateur, on était structuré comme tout le monde en pays depuis 20 ou 25 ans. Et au moment où, juste après la construction de la Comcom, on s'est aperçu qu'entre notre service développement et le pays, le pôle administratif du pays, avait un peu double mission et double langage. Donc on a dit, il faut pas qu'on optimise à notre niveau, profitant de la fusion pour avoir un seul endroit où on regroupe toutes nos forces de réflexion, toute notre ingénierie. Et donc, on a créé le pôle développement qui regroupe maintenant tous les gens qui travaillent au pays dans cette configuration-là, les administratifs et tous ceux qui étaient dans la prospective sur la Comcom. Mais on a perdu le conseil de développement du pays, instance où on rassemblait, alors les élus bien sûr, des communes et de la Comcom, mais aussi nos élus régionaux, nos élus départementaux et tous les acteurs économiques et tous les habitants qui s'intéressaient à la vie du territoire. Et cette richesse-là, on n'a pas voulu la perdre. Et on continue à la faire vivre, on l'a utilisé, cette configuration-là, pour la construction de notre projet de territoire, c'est-à-dire qu'on a réinvité les mêmes personnes qu'on invitait dans le cadre du conseil de développement, et plus large encore, tous ceux qui ont bien voulu. Donc, tout le monde a travaillé de longues journées accompagné par un bureau d'études, est né ce projet de territoire, et ce projet de territoire, on le fait vivre, pour que ça reste pas qu'un document qui cale une armoire, on le fait vivre. Tous les 2 fois par an, 1 fois par semestre à peu près, on réunit les mêmes personnes qui ont travaillé à la construction. On leur demande, on leur propose de revenir nous voir en disant voilà ce qu'on a fait depuis la dernière fois, voilà où on en est, faites-nous part de vos attentes, faites-nous part de comment vous avez perçu la mise en œuvre du projet de territoire pour que ça soit de la co-construction. Voilà, ce qu'on veut, c'est que l'élu du conseil municipal d'une commune de 105 habitants trouve sa place autant que le grand chef d'entreprise, autant que le président d'association culturelle ou du théâtre.
Parce que nous, je dirais, on n'a pas les moyens de se priver de toutes les énergies qu'on a sur le territoire, parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources humaines de façon générale, pas beaucoup d'habitants et tout ce qui va avec. Et on pense aussi que c'est un moyen. On a 40 communes, allez, une moyenne de 10 conseillers municipaux, on a 400 élus. Soit on s'en sert de porte-voix, soit on les a en face de nous s'ils comprennent pas ce qu'on leur propose et ce qu'on propose pour le territoire. Donc c'était de dire, déjà les élus comprennent et partagent le projet du territoire, et tous les acteurs du territoire au moins le connaissent, le comprennent, le partagent et le portent. Pourquoi on transforme le fait qu'on soit que 23 000 en 23 000 citoyens du développement du territoire. C'est ça un petit peu la philosophie. C'est la véritable construction d'un collectif. Voilà, oui. Et vous nous parlez là de l'organisation du projet, comment est-ce que ça s'est maillé, etc. Tout cela, comment est-ce que vous pourriez nous l'illustrer par des actions principales? Quelles sont celles-ci Alors dans les axes de travail, il y a 3 grands axes, et puis dessous on avait des actions un peu plus concrètes. On voulait travailler autour du PAT ou en lien avec le PAT. On voulait travailler projet alimentaire de territoire. Voilà, pour les non-initiés. On voulait travailler à mettre en relation alors les consommateurs, mais aussi tout ce qui est restauration hors domicile, et notamment les cantines sur lesquelles on a la main. On voulait mettre en avant les circuits courts et la consommation de produits locaux. Sauf que c'est facile à dire et ça part d'un bon sentiment, mais c'est compliqué. Il nous manque un outil. Après questionnement des uns et des autres, des producteurs, des consommateurs, il nous manque un outil. Et on avait aussi une problématique de fabrication de repas pour nos centres aérés et aussi donc pour nos cantines. Et on s'est aperçu que sur le territoire, on avait un équipement existant, sous-utilisé, qui avait la capacité de répondre à une bonne partie des besoins du territoire. Et on a dit, on va aller voir les propriétaires de cet équipement et on va faire une structure qui fabriquera des repas, ça sera son but principe, mais qui aussi jouera le rôle de centrale d'achat et facilitera la mise en relation des petits producteurs et des petits consommateurs que sont les petites cantines de notre territoire. Et avec ça, et alors ça, du coup, c'est quelque chose qui va commencer à la rentrée prochaine, et donc on est dans la phase opérationnelle. C'est un des premiers bébés du projet de territoire, on va dire. Et l'autre chose aussi, dans l'esprit de la co-construction, toujours ce qu'on voulait mettre en avant, c'était, on voulait un endroit, un espace, alors pas forcément matérialisé dans un bâtiment, mais finalement ça va se finir comme ça, où on soit capable de dire, d'apporter de l'ingénierie à un groupe constitué pour que les gens puissent se mettre à un endroit, réfléchir, avoir un point de chute, accompagné par nos agents du pôle développement, pour que les idées puissent germer, être développées ou pas. Donc ça, c'était ce qu'on a appelé la maison du mouton. Donc ça, concrètement, il y a des groupes de travail autour de la filière ovine, qui est une marque de fabrique de notre territoire, hein, qui se réunissent. Il y a un point d'étape en septembre et on va très certainement avoir des actions qui vont en découler dans la foulée autour de la production ovine, dans toutes ses composantes, de la formation, de la production, à la commercialisation, en lien d'ailleurs avec notre cantine collective. Donc on est effectivement dans une phase où on se projette vers l'avenir avec nos faiblesses qu'on essaye de transformer en atouts, à savoir une nature préservée et de l'espace et des productions de qualité qui répondent aux standards aujourd'hui, aux attentes et aux besoins de la société. Vous nous avez parlé de la manière dont vous embarquez le territoire dans ce projet de territoire qui est orienté sur les transitions, vraiment la participation des acteurs. Au regard aussi de la conférence introductive de Stéphane Vincent, sur le lien avec les équipes, vous nous avez parlé de ce pôle développement au sein de la communauté de communes, le rôle moteur des élus sur les transitions, comment vous arrivez à les projeter sur les services et notamment sur ce service développement sur lequel vous vous appuyez beaucoup pour le projet de territoire. Alors, le projet de territoire a été présenté et c'est quelque chose de public, donc on a communiqué, mais on l'a aussi présenté très concrètement à tous les services.
pour que chacun dans son domaine, qui sur l'habitat, qui sur les énergies, qui sur les services jeunesse, voilà, comment on peut s'emparer et comment on peut apporter notre pierre à l'édifice. Donc tous les chefs de service sont convoqués, on a des réunions réunières de bilan, etc., etc. Donc tous les services s'emparent et essayent d'appliquer dans leur propre domaine déjà, et de vulgariser ce qu'on essaie de mettre en avant au niveau du projet de territoire. C'est capital parce que nos chefs de service et les agents de ces services sont au contact de la population beaucoup plus que les élus. Ils sont au contact au quotidien. Donc c'est comme tout à l'heure mes 400 élus qui sont ou des porte-voix ou un mur infranchissable. On a une centaine d'agents. Si on a une centaine de personnes de plus qui portent la bonne parole et qui vulgarisent et qui sensibilisent, eh ben ça fera des émulations et on suscitera des envies et peut-être voilà. Et l'idée, c'est de faire savoir aussi à l'ensemble des habitants des associations. Voilà, il y a un endroit, si vous avez une idée, il y a un endroit où pour essayer de venir la développer. Ça aboutira ou pas. Mais on veut ne pas passer à côté de quelque chose qui pourrait nous permettre de faire un peu de développement ou d'apporter du mieux vivre sur notre territoire. Merci beaucoup. Je passe à vous, Sophie Brana, donc vice-présidente du PNR du Médoc et en charge de la transition énergétique et des mobilités. Et même question, est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord un peu personnellement et ensuite le territoire sur lequel vous exercez votre rôle d'élu, et puis nous parler un peu des axes stratégiques qui font part de ce projet de transition. Donc Sophie Brana, vous l'avez dit, je suis vice-présidente du parc naturel régional Médoc en charge de la transition énergétique et des mobilités. Je suis également maire du Porche, qui est une petite commune rurale, qui commence à bien grossir puisqu'on n'est pas loin de 3500 habitants, qui est une commune littorale proche de Bordeaux. Et je suis également vice-présidente de ma communauté de communes médulienne en charge du développement durable et du tourisme. Et enfin, vice-présidente du SVACBEL, qui est un syndicat de bassin versant, qui a bien sûr également une dimension environnementale forte, puisque on gère des zones humides et puis également des zones Natura 2000. Donc je suis élue au parc naturel régional, qui est une structure supracommunale qui regroupe 52 communes, 4 EPCI, qui a une unité géographique puisque c'est le Médoc, mais qui ne veut pas dire que c'est qu'elle regroupe une unité, des zones identiques, puisque nous avons des zones variées avec du littoral, des zones estuariennes, des zones humides, du vignoble bien sûr, des forêts. Donc il y a une dimension développement durable et biodiversité qui est très importante dans cette zone-là. Le Médoc, c'est également des dynamiques démographiques, économiques assez différentes, avec un sud Médoc plus proche de la métropole bordelaise, donc plus attractif, qui attire un peu plus de population. Et puis pareil, une frange littorale qui se développe davantage, qui est plus attractive peut-être que la frange estuarienne, donc des problématiques économiques et sociales un peu différentes. Alors un parc naturel régional, c'est quoi? C'est un territoire qui s'organise autour d'un projet de territoire qui est porté par les élus, mais qui est fondé sur la protection et la valorisation du patrimoine, et nous en particulier du patrimoine naturel. Donc il va s'élaborer ce projet de territoire autour d'une charte, et cette charte, elle donne le projet de territoire sur 15 ans. Et nous dans le Médoc, on a 3 axes pour ce projet de territoire. On a un axe sur l'évolution de la presqu'île, pour adapter l'activité humaine aux dynamiques naturelles. Donc ça va être la gestion durable des milieux, ça va être la préservation des grands ensembles médocains, la favorisation de la transition énergétique, donc je m'occupe plus particulièrement. Il y a un deuxième axe qui est le territoire solidaire, donc c'est comment le Médoc prend soin de ses équilibres. Donc là, on va essayer de développer l'économie de proximité, les initiatives locales, inciter au développement, nous aussi, d'un système alimentaire local. Et puis, troisième axe, c'est le Médoc territoire ouvert. Donc là, c'est comment on interagit avec les nouveaux habitants, avec les touristes. Donc, c'est également la question de l'urbanisation, l'équilibre des territoires, le tourisme durable, etc.
La construction du PNR et l'élaboration de la charte, ça s'est effectué sur plusieurs années. Aujourd'hui, on s'intéresse vraiment à ce moment charnière où les territoires s'engagent dans les transitions, dans les différentes transitions qu'ils peuvent mobiliser. Pour vous, comment s'est opéré ce basculement? Il existait un pays MEDOC qui travaillait une stratégie de développement territorial plutôt globale et généraliste, et vous avez eu un centrage finalement sur toutes les problématiques de développement durable qui sont venues se mettre dans ce projet de territoire incarné par la charte. Comment s'est effectué ce basculement? Est-ce que ça a été bien perçu par l'ensemble des acteurs? Alors, je pense que ça s'est fait en douceur, tout simplement parce qu'on est parti comme vous l'avez dit, le pays MEDOC, qui était une structure administrative d'aménagement territorial. Ce pays MEDOC avait également des missions, développement touristique, développement agri-environnemental, développement sanitaire et social, aménagement et développement du territoire. Donc, on va retrouver finalement ces missions dans la charte du PNR, mais à travers la charte, on va développer une vision du développement durable. Donc, on a les mêmes axes, mais on va davantage axer sur la biodiversité, le développement durable. On peut donner des exemples, par exemple sur l'aménagement et le développement du territoire. La charte du PNR promeut une utilisation sobre et qualitative de l'espace, l'accompagnement de filières locales, favoriser l'économie de proximité, l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire. Donc, on part des objectifs des élus, on a bien les objectifs on part du terrain des élus et puis on y rajoute une dimension environnementale. Donc, ça se fait de façon assez naturelle. Pareil, on a pour objectif de développer l'offre touristique. Eh bien, on va mettre en avant les richesses du territoire, puisque c'est le but d'un parc naturel régional, c'est de mettre en avant le patrimoine, de préserver ce patrimoine. Et donc, cette offre touristique, on va la décliner sur le développement durable, sur le tourisme nature, le tourisme qui préserve l'environnement, le slow tourisme. Donc, c'est gagnant des deux côtés. Voilà. Et là, vous venez du coup d'énoncer certains enjeux qui sont les vôtres. C'est quoi les actions un peu phares principales qui répondent ou qui peuvent illustrer en tout cas ces enjeux prégnants qui sont nombreux sur le territoire? Alors, il y en a beaucoup dans le parc naturel régional, on a beaucoup d'actions, notamment sur la biodiversité, sur les zones Natura 2000. Moi, je vais vous parler des expertises qui sont sur ma vice-présidence. Alors, sur ma vice-présidence, on est donc, effectivement, on en a parlé sur la transition énergétique et puis sur les mobilités. Alors, sur la transition énergétique et les mobilités, en fait, ces deux points se rejoignent parce que quand on regarde les données sur la pollution, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur les consommations énergétiques, on se rend compte que le transport et le logement, ça représente 70% de la pollution et 80%, sur le Médoc, et 80% de la consommation énergétique. Donc, agir sur ces deux axes, ça agit aussi sur le développement durable. Donc, par exemple, sur ma vice-présidence, on a développé une plateforme de rénovation énergétique qui va informer les habitants sur la consommation énergétique de leur logement, sur les façons de la réduire, et puis qui va les aider à monter des dossiers de rénovation énergétique. On va faire la même chose également pour les élus, pour les bâtiments publics. On a travaillé avec l'ALEC, on a fait des petits déjeuners, des tables rondes, où on échange les bonnes pratiques, où on met une expertise à disposition des élus pour pouvoir évaluer là aussi la consommation des bâtiments et les mesures parfois simples à mettre en place pour réduire la consommation. Ça peut être juste programmer le chauffage, des choses qui ne sont pas forcément très coûteuses. Donc là, on va être aussi sur l'échange de bonnes pratiques. Et puis sur les mobilités, alors on y allait un petit peu plus doucement. La première étape, c'est qu'on a mis en place un schéma des mobilités douces. Donc à l'échelle Médoc, on a réussi à convaincre les 4 intercos sur le fait que un schéma de mobilité douce, ça avait plus de sens de le faire à l'échelle de l'ensemble du territoire que interco par interco ou commune par commune. Et donc, ça c'est la première étape, on a mis ça en place. Et puis, on espère pouvoir aller un petit peu plus loin sur d'autres mobilités ensuite.
Sophie Brana, vous êtes donc élue au sein du PNR, élue aussi, vous l'avez dit, vous êtes vice-présidente d'Interco et maire. Par rapport à ces questionnements qu'on a sur les postures des élus, est-ce que justement d'être engagé dans des territoires qui initient leur démarche de transition, ça, vous arrivez à ce que ça puisse se nourrir, que votre travail au sein du PNR vienne nourrir la démarche de l'Interco et de votre commune et inversement, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Je pense que dans la démarche de transition, il y a plusieurs étapes. Il y a l'information, donc c'est informer sur les possibilités, c'est ensuite inciter, voilà, faire des propositions. Par exemple, on a, en tout cas au PNR, on a un programme Life Abeilles Sauvages, donc pour préserver les abeilles sauvages. Donc, on va informer, expliquer ce qu'est une abeille sauvage et puis pourquoi elles sont importantes et pourquoi elles risquent de disparaître. On va ensuite inciter, on va dire, ben voilà, on a des financements européens qui permettent de planter des haies, par exemple. Vous pouvez réaménager vos entrées de ville comme ça, vous pouvez réaménager votre espace public. On vous fournit des moyens financiers, de l'expertise pour planter, etc. Et puis on accompagne, voilà, c'est l'accompagnement. L'accompagnement des élus, donc soit par les échanges de bonnes pratiques, soit par effectivement une expertise qui va venir aider les élus à mettre en place leurs projets. Merci beaucoup pour ces deux témoignages qui illustrent de manière différente la manière dont les territoires peuvent s'engager dans les transitions. Si on pouvait retrouver Stéphane Vincent de la 27e région pour ce temps de regard croisé. Alors Stéphane, on n'a pas pu vous poser les questions tout à l'heure, mais je pense que après l'écoute de nos deux témoins du jour et les expériences que vous avez menées, on en demande beaucoup aux élus dans ces projets de transition. Pour vous, qu'est-ce qui vous paraît le plus complexe à appréhender aujourd'hui pour les élus ? Bref, je dirais, moi j'ai écouté attentivement et en fait dans ce que j'entends, je retrouve nous ce qu'on rencontre souvent dans les territoires, c'est-à-dire que c'est quand même à cette échelle-là que se passent des choses vraiment consistantes et qui font sens. Et c'est là qu'il y a des projets les plus opérationnels. En revanche, nous, le problème auquel on est souvent confronté sur les questions de transition écologique, c'est que derrière les apparences, tout le monde n'est pas d'accord en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même des degrés variés j'entendais par exemple, je notais soigneusement les mots de développement durable, j'ai pas entendu sobriété, mais il y a quand même une graduation en fait dans le type de transition écologique qu'on entend accomplir, et même dans l'échiquier politique, tout le monde n'est pas. Il y a même aujourd'hui maintenant des gens qui sont convaincus que en fait il faut pas y aller, etc. Donc nous, on rencontre quand même souvent des élus qui expriment aussi le besoin d'une clarification du vocabulaire et des concepts. Nous, on s'est intéressé, par exemple, il n'y a pas très longtemps, après le Covid, aux questions de sobriété. Et on s'est aperçu en parlant avec les élus que souvent, ils parlaient de sobriété énergétique, mais ils ne parlaient pas nécessairement de sobriété sur les autres volets, par exemple. L'expression développement durable, elle a été inventée il y a longtemps maintenant. Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de redirection écologique et qui trouvent qu'en fait, le développement durable, ça ne va pas assez loin, ça ne va pas assez fort. Donc, il commence à y avoir aussi une graduation des ambitions au regard de la transition. Et nous, on voit pas mal d'élus qui expriment le besoin déjà vous disiez information tout à l'heure, et je l'ai bien noté. Je crois qu'il y a aussi un besoin de se former ensemble entre élus pour clarifier, sortir du risque de confusion. C'est-à-dire, développement durable ne nous aide pas à avoir une vision commune de ce que c'est la transition. Par ailleurs, aujourd'hui, nous, on travaille sur un programme où on essaye de faire parler des services de développement économique avec des services en charge de la transition et avec des gens en charge des affaires sociales, parce qu'il y a quand même aussi un enjeu qui est la transition écologique, dont on sait un peu maintenant qu'en fait, elle va profiter surtout, enfin, les efforts vont profiter à ceux
n'ont pas les plus besoin, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les zones à faible émission, par exemple, ça met quand même en péril des gens qui n'auront pas les moyens de changer de voiture. Donc, vous voyez, on est en train de rentrer dans le dur de la transition maintenant, en ce moment, avec des sujets, des besoins d'être un peu plus précis, de s'intéresser à des volets particuliers. Là, en ce moment, par exemple, les volets sociaux de la transition écologique. Et donc, ça demande aussi de se former. Hein. J'en reviens à mon besoin de formation. Donc, par ailleurs, l'autre chose qu'on voit, c'est des territoires qui essayent de se donner des objectifs par étapes. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué. Il faut quand même se mettre dans la peau des élus sur ces questions-là. Ce sont des enjeux d'une complexité folle. L'État est en train de ne pas y arriver. Enfin, je veux dire, l'Europe est en train d'y renoncer. Et donc, c'est pas à l'échelle sur les poids des épaules des maires et des élus locaux qu'on va y arriver seulement, quoi. Et donc, il y a aussi la nécessité d'avoir des trajectoires où les ambitions. Moi, j'ai discuté par exemple comme ça avec des entreprises qui se sont mis à la RSE, par exemple à la responsabilité sociale des entreprises. Et je parlais avec une responsable de Rossignol. Il leur a fallu 10 ans pour arriver de leur vision classique de la RSE à une vision qu'ils appellent maintenant RSE territoriale. Et leur aboutissement, c'est d'arriver à ce qu'ils soient une entreprise régénérative, c'est-à-dire qui crée de la plus-value écologique et sociale pour le territoire. Ben ça, il leur a fallu du temps, quoi. Et je pense qu'on a besoin aussi que les collectivités essayent d'expliciter les étapes par lesquelles elles veulent avancer, parce que voilà, on y est pour longtemps et on va pas résoudre ces problèmes. Et un dernier point peut-être, on l'a entendu tout à l'heure, c'est que la difficulté pour les élus locaux, c'est qu'à chaque fois qu'on tire un sujet de la transition écologique, on tire des sujets qui ne sont pas de leurs compétences. Le logement, les transports, ce sont des enjeux entremêlés en fait. C'est pas le premier enjeu qui est entremêlé, la transition écologique, mais quand même il l'est particulièrement. Et donc à chaque fois c'est comme un plat de spaghettis, si vous voulez. Si vous tirez un spaghetti, il y a tout qui vient dans le désordre. Ben, c'est un peu pareil. Et une des difficultés qu'expriment les élus, c'est comment effectivement, si on veut traiter des sujets sur lesquels c'est pas la compétence de la collectivité, comment elle arrive à créer des coopérations qui permettent d'y arriver quand même. Mais il y a aussi, les élus expriment cette idée que sur tous les sujets de la transition, en fait, c'est multi-échelle, multi-thématique, et qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est pour ça que j'approuvais tout à fait ce qui a été dit sur la coopération. Il n'y a pas d'autre solution que d'y aller collectivement, quoi. Stéphane, pour poursuivre sur la coopération et le côté multi-échelle, aujourd'hui on est très heureuse de recevoir deux territoires témoins qui sont pas dans la même configuration. On a une communauté de communes sur un territoire peu dense et très rural, et on a une structure supra-intercommunale qui d'autant plus est un parc naturel régional. On voit qu'ils ont des intentions et aussi des questionnements par rapport à la manière dont on conduit les transitions. Et on a une question supplémentaire aussi dans l'onglet questions-réponses qui est sur la cohérence des différents projets de territoire en fonction des échelles. Est-ce que pour vous, ça c'est quelque chose qui vient complexifier aussi l'action des élus dans le cadre des transitions? Est-ce que les besoins finalement en fonction de l'échelle sur laquelle on s'appuie sont les mêmes, ou est-ce que là il y a aussi des différences à faire? Moi, je suis pas un spécialiste des institutions territoriales, donc je connais un peu les PNR, je connais les intercommunautés, mais je ne sais pas si c'est là-dessus que j'ai le plus de choses à dire. Nous, ce qu'on regarde en ce moment, par exemple, c'est les coopérations entre grands et petits territoires. On s'intéresse par exemple à l'échec. On peut parler d'échec des contrats de réciprocité ville-campagne, où on voit bien qu'il y a des bonnes intentions derrière la coopération entre une métropole et des territoires voisins, mais dans bien des cas, on plaque des logiques un petit peu trop
un petit peu trop verticale, on fait preuve d'un peu de naïveté sur la réalité des systèmes de domination d'une grande collectivité par rapport à ses voisines. Donc on essaye de réfléchir à comment on pourrait rééquilibrer les choses. Une des pistes en ce moment quand même, c'est de se dire comment on arrête de parler de ces... bien sûr qu'il faut des coopérations entre collectivités, etc. Mais passons à la deuxième vitesse, c'est-à-dire est-ce que par exemple on crée des équipes mutualisées? Est-ce qu'on mutualise les équipes en charge de la transition, par exemple, pour que les collectivités qui ont le plus de moyens puissent les mettre à disposition ou enrôler ou jouer un rôle ou donner un coup de main à des territoires plus petits. Donc, nous, c'est un peu ça qui nous intéresse, c'est comment on sort de l'incantation de la coopération entre territoires à des tentatives concrètes de mutualiser la ressource. Ou en ce moment, il y a des territoires où on travaille avec des métropoles qui cherchent à mettre en place des nouveaux indicateurs écologiques comme la théorie du donut. Nous, on leur dit, est-ce que votre donut, c'est vachement bien? Donc, c'est des indicateurs du bien vivre, en fait. Hein. C'est sortir des indicateurs du PIB traditionnel pour essayer de reconstruire, de repenser un développement à partir des besoins réels des habitants du territoire. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de donut entre une métropole et une interco voisine? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas pourquoi ces démarches ne sont pas appliquées à l'échelle de plusieurs territoires en réseau, par exemple? Donc voilà, nous, on essaye, cette discussion sur les coopérations nous intéresse beaucoup, à condition qu'elle soit opérationnelle, quoi. C'est-à-dire comment c'est pas juste des contrats, des conventions, des chartes, on en a déjà plein, mais comment ça se transforme dans des choses qu'on va pouvoir constater, où il y a de l'entraide, où il y a de la mutualisation. On regarde aussi des formes de mécénat, de compétences. Est-ce que des collectivités peuvent prêter leurs compétences? Il y a quand même bien une question de faiblesse d'ingénierie, en fait. Hein. Les PNR, ils n'ont pas des moyens illimités. Les intercos, ils n'ont pas des moyens illimités. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme de solidarité, aussi de compétences, d'ingénierie qui pourrait se mettre en œuvre? Il y a déjà plein d'initiatives qui existent. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Hein, mais en tout cas, c'est plutôt un appel à dire toutes ces idées de coopération, on peut qu'y souscrire, en fait. Mais comment on les fait atterrir par des choses réelles et concrètes, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Stéphane. On note qu'il y a quand même des interrogations sur ces nouveaux partenariats, des nouvelles formes de coopération. On se tourne de nouveau vers vous, Gilles Reynaud et Sophie Brana. Oui, est-ce que déjà je voulais savoir si vous vouliez réagir à cette question-là aussi de votre point de vue de territoire concernant aussi les différentes échelles qui peuvent exister par rapport à ces projets de territoire mis en place. Alors c'est vrai que moi, jeunes élus, je suis assez d'accord avec la remarque. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de strates et beaucoup de projets. Donc quand on est jeune élu, on a un peu de mal à s'y repérer aussi. Mais c'est aussi ce qui permet de voir qui fait quoi, et c'est aussi ce qui permet de voir où on peut mobiliser des financements, parce que la transition a quand même un coût. Et justement, il y a cette question qui est au-delà du PAT et du programme Live Cité. Y a-t-il d'autres dispositifs de l'État ou de la région que vous mobilisez, vous, sur le territoire pour Nous, au LIFE, ça fait partie des fonds européens. On a les fonds leaders qui sont gérés par nous, le parc naturel régional. Donc, on a beaucoup de fonds européens qui sont en faveur de la transition énergétique et écologique. Et puis, il y a également de l'État, il y a le fonds vert qui soutient les projets de transition. Pour la région, pas trop. Il y a beaucoup effectivement de dispositifs. C'est pas très grave, il faut pas qu'ils changent tous les 2 ans, parce que sinon c'est là où au bout d'un moment on n'y arrive plus. Alors nous dans la fiche de poste de nos agents qui sont au service de développement, c'est manier parfaitement le copier-coller, parce qu'on peut pas refaire des programmes ou refaire des chartes ou les amender tous les 2 ans en fonction du dernier plan qui est sorti, parce qu'on n'y arrive plus et on fait que ça. En fait, on fait de la planification et il n'y a jamais d'action concrète derrière. On a aussi besoin de se projeter. Alors après, moi, j'avais une petite remarque par rapport
comment on fait pour que le territoire et même les élus appréhendent et s'emparent de problématiques et en lien avec la formation, information. Et donc nous, sur les sujets un peu clivants, et il y en a quand même beaucoup, notamment dans le domaine de la transition, on a pris le parti alors pas d'organiser de séances de formation en tant que telles parce que c'est compliqué, long et les élus sont surbootés, etc. Mais par contre, on a pris le parti de donner aux élus du simple conseil municipal au président de la Comcom de l'information et du contenu. Et du contenu, alors notre conseil communautaire et les conseils communautaires, c'est un peu comme une assemblée nationale élue à la proportionnelle. Ça veut dire qu'il y a toutes les sensibilités et c'est d'ailleurs très bien. Et ça veut dire que forcément, il y a des gens qui ont des a priori dans chaque domaine et des fois des positions bien arrêtées dans chaque domaine. Alors, on essaye que chaque orientation puisse s'exprimer. On donne l'information brute aux élus pour qu'il y ait une acculturation dans un premier temps et qu'après, les élus, alors le conseil communautaire, le bureau, les conseils municipaux, se fassent leur doctrine. Mais pas qu'ils n'aillent pas la chercher chez une structure d'un côté parce qu'il semblerait que ça soit le bon prisme de lecture. Donc ça, je pense que c'est important. Et quand on aura à faire des arbitrages sur les usages, on en aura, et nous on en a déjà par rapport un peu à l'eau, mais surtout aux énergies renouvelables, enfin à l'utilisation de l'espace. Qu'est-ce qu'on fait avec l'espace, de la biodiversité, de l'élevage, de l'énergie, un peu tout ça. Et donc il faut qu'on ait la capacité, il faut que les élus aient les arguments et les éléments pour juger, voilà, et pour se faire leur position. Et ça, je pense que c'est important. Alors c'est pas structuré en disant il y a une réunion tous les vendredis midi ou un webinaire donc on s'envoie les uns les autres, enfin ou plutôt on a notre secrétaire chargé des assemblées à la Comcom, à qui on envoie un lien, une petite vidéo, un support, où on fait venir des intervenants, enfin des bureaux communautaires qui ont lieu tous les 15 jours, dans une thématique. Et je leur dis dès le départ, attention, vous allez entendre une version et une autre qui sera vraiment différente. Et c'est ce qu'on veut. Et c'est ce qu'on souhaite. Après, il y a un consensus qui se fait et qui naît, et on le porte. Et tout le monde le porte. Plus ou moins bon gré mal gré, mais tout le monde le porte. Et je pense que si on veut pas rester dans des postures de tranchées et avancer et trouver des solutions et des pistes qu'on met en œuvre concrètement, il faut avoir une démarche qui se ressemble à ça, quoi. Hein. L'idée, moi je pense que les élus, ils sont capables de se faire une idée quand ils ont de l'information et suffisamment d'éléments pour juger. C'est une méthode qu'on essaye de pallier au manque d'information et de formation qui était évoquée tout à l'heure. Sophie Brana, sur votre territoire, les bonnes pratiques qui sont mises en place pour sensibiliser aux transitions? Alors, il y a les échanges de bonnes pratiques, on en a parlé, c'est effectivement laisser faire l'innovation, c'est-à-dire que chaque commune peut aller à son rythme. Et puis après les communes suivent parce qu'elles se rendent compte qu'une commune qui était un peu en avance, qui a mis des choses qui marchent, ça va être un modèle. Et on l'a vu par exemple sur les tiers-lieux. Au début c'était des choses, personne ne comprenait trop ce que c'était, et puis maintenant on a un réseau de tiers-lieux dans le Médoc qui est très construit. Et c'est pareil pour tous les projets qu'on peut avoir, je sais pas moi, la végétalisation des cours d'école, par exemple, des choses comme ça. C'est vrai, quand on commence, notamment dans le Médoc, ça paraît un peu surprenant. Et puis, les gens se rendent compte que finalement, c'est bien mieux qu'avant. Et les communes suivent. Donc, on est plutôt dans ça. Il faut pas avoir peur de se lancer, même si, moi, pareil, en tant qu'élu, les habitants, parfois, ils sont un peu surpris des choses qu'on peut mettre en place parce que ça leur paraît pas la priorité. Pour eux, la priorité, je sais pas, c'est refaire la route, c'est pas végétaliser la cour d'école. Mais ils se rendent compte finalement que c'est mieux après. Mais voilà, donc il faut oser. Et puis il y a un effet d'entraînement ensuite. On va faire juste une réponse à une dernière question dans l'onglet questions-réponses sur la question des conflits d'usage dans les transitions. Comment est-ce que vous y faites face en tant qu'élu? On l'a dit en introduction, Stéphane Vincent aussi l'a dit, ne pas mettre les conflits sous le tapis. Ils sont intensifiés certainement, ces conflits relativement aux transitions. Comment, en tant qu'élu, vous arrivez à y faire face et à les traiter? Je pense que nos populations rurales et les élus qui les représentent
sont à l'image de la société, donc on a tendance à avoir des clivages de plus en plus marqués. Et du coup, ça n'aide pas effectivement à faire des consensus ou à faire des arbitrages sereins. Il faut faire confiance à l'intelligence collective et j'en reviens à l'idée de partager de l'information et de donner du contenu parce que c'est que comme ça qu'on y arrivera. Alors au départ, effectivement, ça fait un peu de bruit, ça fait un peu de quand on dit voilà ce qui se passe sur notre territoire, mais non, c'est pas vrai, on peut pas manquer. Nous, on est un peu le contrefort du Massif central, on était réputé ne jamais avoir de problème d'eau, de ressources, et donc pas de conflit d'usage. Et puis finalement, des conflits d'usage sur l'eau, on va en avoir, ou on en a déjà, moins marqué qu'ailleurs, mais on en a déjà. Donc, il faut simplement dire, voilà, les amis, ce qu'on croyait inéluctable, c'est pas si garanti que ça, donc on y travaille. Et chacun, dans son domaine, fait attention à l'utilisation, à la préservation. Est-ce que les solutions fondées sur la nature, très à la mode, est-ce que ça suffit ou pas? Les gens qui me disent, nous, dans notre département, l'eau potable, elle est issue à 87%. Alors, je fais un petit clin d'œil parce que c'est le numéro du département aussi, donc c'est peut-être pas tout à fait 87, mais enfin du coup c'est marrant. De stockage complètement artificiel créé de la main de l'homme. Et moi je leur dis d'accord, les solutions fondées sur la nature, donc tout ce qui est stockage artificiel, on le détruit et on fait quoi maintenant après? On fait quoi après sur l'eau? Donc voilà, la nature, ça marche bien, mais des fois quand on l'aide un peu, surtout quand on la malmène. Donc voilà, mais il faut, je pense, il n'y a pas de sujet tabou, et si on donne les clés de compréhension et les clés de lecture, on arrivera à avoir des arbitrages qui seront compris, voilà, et mieux vécus. Enfin, on l'espère en tout cas. Et pour vous, Sophie Brana? Oui. Moi, je pense que si on explique bien, il n'y a pas forcément de conflit d'usage. Par exemple, bon, nous, on est un territoire de chasseurs, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément très favorables à l'écologie, mais en même temps, ce sont les premiers écologistes, parce que s'il n'y a plus de biodiversité, il n'y a plus de chasse. Donc, les deux ne sont pas antinomiques. Vous parliez tout à l'heure de la transition énergétique. Alors, évidemment, c'est l'exemple le plus facile, mais avoir une transition énergétique, c'est aussi pour les gens moins consommer, moins payer, et ils y gagnent aussi. Donc, moi, je pense qu'en expliquant, on peut voir que tout le monde peut être gagnant, et tout le monde sera gagnant. Nous vous remercions vraiment pour ces témoignages. On remercie également Stéphane Vincent pour les apports qui ont été donnés sur ces différentes questions et notamment donc sur le rôle, les besoins des élus. On va libérer nos deux témoins. Merci encore infiniment d'être venus pour Gilles Reynaud du Haut-Limousin. C'est pas à côté. Merci aussi Sophie Brana. On va accueillir maintenant nos pilotes et partenaires financiers et institutionnels qui sont l'État, la région Nouvelle-Aquitaine et en distanciel l'ADEME. Donc, Lisa Williams, je vais commencer par vous. Vous êtes secrétaire générale de la COP Nouvelle-Aquitaine, donc vous travaillez au SGAR, et la COP Nouvelle-Aquitaine qui a pour ambition de traduire les engagements de la planification écologique aux différentes échelles des collectivités sur notre région. Je vous donne la parole pour faire la clôture de ces échanges. Alors, je remercie vraiment PQNA pour l'organisation de ce webinaire et vraiment les interventions de Sophie Brana et Gilles Reynaud que j'ai trouvées très éclairantes et qui démontrent, je crois, que les transitions, en fait, elles sont à toutes les échelles. Elles embarquent de manière très large beaucoup de sujets et elles sont déjà très largement portées, je crois, par les collectivités au quotidien. Dans les exemples qui ont été cités, on part, je pense que la démonstration a été faite de dire on part aussi des besoins du territoire, des atouts, des faiblesses, je crois que c'est les mots qui ont été employés, et sur les sujets d'alimentation, d'environnement, de transition énergétique, la question sociale, la question des solidarités, la question d'urbanisation, d'équilibre. Donc en fait tout ce qui fait sens de manière générale sur un territoire et qui est au cœur au final des enjeux d'aujourd'hui, qui sont, et ça a été dit aussi, préservation de l'environnement, de notre potentiel, de nos ressources, de la biodiversité, et aussi l'exemple qui était donné de réduction des gaz à effet de serre et donc de décarbonation en fait, qui est un enjeu qui est aussi devant nous.
Donc la transition écologique ou les transitions et la planification écologique, c'est là où en fait on se rejoint de manière assez concrète, pragmatique et j'ai envie de dire pratico-pratique sur le territoire. Elle appartient à tous, elle appartient à tous les territoires, elle appartient à tous les acteurs, que ce soit les collectivités, l'État, mais également l'ensemble des parties prenantes telles que vous les avez évoquées dans le cadre de vos différents exemples. La planification écologique de manière générale, vous l'avez en tête, c'est une politique de l'État au travers de France Nation Verte et qui est au niveau territorial, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, portée par le préfet de région et le président de région Nouvelle-Aquitaine, et c'est une démarche qui est en cours. Et l'objectif, c'est bien justement qu'on arrive à embarquer de manière très collective et très large et très transversale l'ensemble des parties prenantes, dont les collectivités qui sont des acteurs majeurs, évidemment. Et je crois qu'aujourd'hui, la démonstration a été faite. Et voilà, ce sont des bons exemples. Et j'ai bien aimé aussi le partager, le faire exemple, effet d'entraînement. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Voilà, il y a des choses qui se font sur le territoire, parfois de manière très adaptée à certaines échelles. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est vraiment de faire écho. Et c'est aussi comme ça qu'on arrivera à faire effet d'entraînement et à porter les transitions sur l'ensemble des territoires et à toutes les échelles. Je me tourne maintenant vers Jean-Philippe Hofer. Jean-Philippe, vous êtes responsable du service appui spécialisé au territoire au sein du pôle DATAR de la région Nouvelle-Aquitaine. On vous laisse 3 minutes pour quelques réflexions par rapport au sujet et le mot de la fin pour ce webinaire avant d'entendre Cédric pour l'ADEME. Enfin, j'ai envie de revenir sur le fond du sujet, après les interventions, mais l'État et la région au sein du GIP PQNA a souhaité initier cette démarche sur les transitions. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet majeur pour l'avenir, mais qu'on sait pertinemment de l'autre côté que ce sujet ne sera bien traité que si les territoires s'en emparent, et qu'ils s'en emparent de la meilleure manière possible sur un sujet extrêmement complexe, difficile sur le plan technique, sur le plan social, sur le plan politique. Tout ce qui a été dit par nos intervenants l'ont prouvé. Enfin, la transition ne coule pas de source naturellement. J'en vois qui sourit. On n'est pas forcément dans du conflit d'usage partout et tout le temps, c'est pas le sujet. Mais ça veut dire qu'il faut s'organiser, se structurer, organiser une gouvernance, mettre en place des démarches pour faire en sorte que cette complexité soit gérée. Si on n'a pas une stratégie de gouvernance, j'ai envie de dire, qui va passer peut-être par l'information, comme Monsieur le Vice-président nous le disait tout à l'heure, par le partage des informations claires et objectives. Peut-être qu'il y a plein d'autres solutions, mais c'est une nécessité. On va, à un moment, sur certains sujets, bouleverser des modes de production, des savoir-faire, et forcément inquiéter, mettre en difficulté des acteurs, des associations, des filières économiques. Voilà, c'est pas naturel. Donc, faut le savoir au départ et il faut se structurer. Donc, vraiment, merci à PQNA pour cette mise en relation. Je crois qu'il faudra continuer longtemps sur le sujet, parce qu'on l'a dit, c'est une démarche de long terme, c'est une démarche qui nécessite d'avoir dans les territoires des réflexions stratégiques, d'abord pour partager un projet politique, au sens plein et noble du terme. On voit bien qu'il faut faire des choix à des moments. Faire de la politique, c'est faire des choix, poser des orientations, les expliciter, et que si il n'y a pas une organisation transversale, on l'a vu aussi, on a dit le vice-président n'est pas en charge de l'habitat, n'est pas en charge des mobilités, mais si, il l'est un peu aussi avec ses collègues, et que s'il n'est pas dans cette fonction de transversalité, au bon positionnement, avec la bonne écoute, les résultats seront plus difficiles à atteindre. Donc c'est vraiment aussi une réflexion sur la stratégie de gouvernance du territoire, la stratégie de partage d'informations, d'association des populations, enfin de la société civile au sens large, avec les acteurs économiques. Enfin, ça a été dit, le conseil la nécessité d'une forme de conseil de développement ou autre, ne pas le perdre, c'est très important sur ces sujets. Donc on voit que c'est des sujets quand même majeurs. Pour nous, ils nous intéressent fortement.
Tout ça se traduit pour la région, va se traduire après au travers des politiques contractuelles qu'on peut développer, qui s'appelle justement contrat de transition dans les territoires, qui en est à sa deuxième phase, mais qui va dans pas longtemps rentrer dans une troisième phase, où ces sujets de transition seront encore plus pertinents et attendus dans ces contrats. La même chose pour les CRTE côté État. Alors même si les dispositifs se chevauchent pas exactement en termes de cartes, j'ai envie de dire c'est pas très important. Ce qui est important, c'est le fond du sujet, et que on aille bien tous dans la même direction sur des enjeux qui sont quand même très 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 lourds pour l'avenir, quoi. Voilà ce que je pourrais dire rapidement, pas alourdir les débats. Et en complément, ouais, on se rejoint complètement. Puis je vois qu'il y a une question dans le chat, justement, quel risque de voir avancer en parallèle plutôt que de concert dispositif étatique. Enfin, je crois que la réponse a été faite. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de risque particulier. On accompagne effectivement au niveau de l'État et on va continuer d'accompagner dans le cadre des contrats de réussite pour la transition écologique les projets justement qui s'inscrivent bien dans la dynamique qui est déjà aujourd'hui engagée sur les territoires. Donc voilà, je dirais l'habitude de contractualisation par les collectivités avec l'État, la région, elle est déjà ancienne. Donc il n'y a pas de risque de mon point de vue et on continuera en tout cas à soutenir sur l'État en termes de moyens financiers, d'ingénierie et d'accompagnement, ce que l'on fait aujourd'hui. Ne confondez pas le contrat et le projet. Le projet peut être le même et il doit être le même pour un territoire. Il peut se décliner sous forme de plusieurs contrats avec l'État, avec la région, avec la CAF sur certains sujets, avec d'autres acteurs. Sur un projet de territoire. Sur un projet de territoire. Par contre, il doit y en avoir qu'un. Merci. Je vais passer la parole à Cédric Souze, donc animateur de secteur territoire durable de l'ADEME, donc depuis son bureau. Oui, c'est gentil. Merci Maïwen. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, super. Je crois qu'il me reste moins 3 minutes pour conclure, donc je vais aller à l'essentiel. Déjà saluer à distance Gilles Reynaud. On a un territoire en commun, en tout cas un territoire qui nous tient à cœur l'un et l'autre. Et vous remercier enfin collectivement pour vos interventions. C'est aussi un peu l'intérêt d'avoir des collectivités de votre type, à la fois une intercommunalité qui regroupe et puis qui porte également un projet de territoire, puisqu'il y a une internalisation du pays et puis un parc naturel. Ça fait partie finalement des 2 mots que je voulais vous donner en conclusion. Alors 2 mots, mais 3 idées fortes quand même. Le premier mot, c'est le mot du temps. Alors à la fois du temps qui a été abordé par les différents intervenants. Pour moi, j'insiste sur la nécessité d'avoir du temps long ou moyennement long, c'est ce long, en tout cas de ne pas avoir de revirements, des revirements qui soient réguliers. On est quand même sur des changements d'habitude, même si à l'échelle de l'humanité, c'est des changements d'habitude qui sont relativement récents. On a besoin d'assurer de la continuité. On doit être inspirateur quand on est territoire, collectivité, on doit être inspirateur pour les acteurs économiques de son territoire, on doit rassurer certains acteurs économiques, on doit rassurer certaines collectivités, certains particuliers, on doit leur garantir d'une certaine manière qu'il n'y aura pas de revirement sur les priorités territoriales d'ici à 2030, par exemple, tout bêtement. Donc c'est vrai que c'est ce sujet du temps, d'arriver à inscrire un projet de territoire dans un temps long, c'est important. Il y a sans doute des choses qui s'actualiseront, des événements qu'on n'anticipe pas, mais en tout cas d'inspirer la confiance au moins vis-à-vis de l'extérieur, et puis d'assurer finalement le passage, la transmission au moment d'une élection, parce qu'effectivement, c'est important d'accueillir de nouveaux élus avec une appropriation de ce qui représente l'enjeu, l'objectif du territoire sur les prochaines années. C'est pas un chamboule-tout, une élection. C'est aussi comment on arrive à s'approprier le travail, l'exercice du pouvoir qu'ont pu exercer les personnes qui nous précédaient et qui ont aussi joué les interactions avec l'extérieur et qui ont élaboré et animé un projet de territoire qui correspondait au territoire. Donc le temps dans ce domaine-là, le temps qui est nécessaire, qui est accordé pour finalement intégrer aussi tous ces enjeux de transition écologique. Alors effectivement, plus on est dans une collectivité bien structurée d'une certaine dimension, plus on peut s'appuyer sur des services. C'est pas le cas de tout le monde. Et que ce soit dans des communautés d'agglomération, communautés urbaines ou dans des communautés de communes, même dans des communes, ce qui est important, c'est le temps à anticiper. Effectivement, il y a du temps qui est à consacrer pour comprendre tous ces sujets.
que ça soit du temps élu, effectivement, sensibilisation, formation, visite, participation à ce type de webinaire. Il y a quand même de l'information qui vient de tous les côtés, et l'important, c'est de savoir trouver quels sont les interlocuteurs de confiance qui vont vous apporter cette information, qui va être digérée aussi de manière à correspondre à la fois à votre niveau de connaissance, mais aussi digérée de manière à vous rendre service. Voilà, on n'est pas sur de l'information qui rend service à celui qui la dispense. On est forcément sur de l'information qui rend service à celui qui l'entend. Donc c'est important aussi ce temps à y consacrer, côté élu, côté service. Côté élu et service, on attend aussi que vous soyez en capacité d'exprimer vos besoins. C'est important aussi pour nous, alors en l'occurrence ADEME, État, région, globalement, c'est aussi important d'arriver à mesurer quels sont vos besoins assez concrètement pour les mois à venir, pour l'année à venir, de manière à pas tomber à côté de ces besoins. La deuxième notion, mise à part le temps, c'est une notion qui a été abordée notamment tout à l'heure sur y aller collectivement. On n'est pas isolé sur un territoire, on a un bassin de vie, un bassin d'emploi, un bassin de circulation, un bassin hydrographique, on n'est pas tout seul. Et effectivement, aller travailler collectivement à un certain nombre de sujets, c'est un peu le sens, de toute façon, des pays, des projets de territoire et des pays qui les animent. Mais c'est quelque chose qui n'est pas à mettre de côté. Effectivement, c'est long, ça demande du temps parfois, ça demande de l'engagement supplémentaire en addition au temps que vous consacrez dans votre commune, dans votre communauté de communes, dans votre activité professionnelle aussi par ailleurs. Le temps collectif est un temps supplémentaire. Ça nécessite aussi sans doute qu'il y ait une organisation au sein des collectivités qui permettent aussi de répartir la charge. Et c'est pas toujours évident de trouver des élus volontaires pour partager la charge avec les élus qui sont les élus les plus volontaires habituellement. Et puis le dernier sujet, c'est le sujet de la coopération. Y aller collectivement, c'est une chose, mais effectivement, la coopération, c'est plus que y aller collectivement. C'est se partager aussi les tâches. Le chef de fila sur un certain nombre de sujets. On n'a pas de temps à perdre collectivement. Je ne vais pas vous dire que les prochains mandats sont les mandats de la dernière chance. Ce sont toujours les mandats de la dernière chance. Mais effectivement, sur ces sujets de transition, de l'eau, alimentaire, de déplacement, d'habitat, d'usage du foncier, il faut se répartir les tâches. Et effectivement, la coopération, plus que des incantations ou des envies, doit être opérationnelle. Et le collègue tout à l'heure citait les contrats de réciprocité. Et effectivement, il y a peut-être quelques sujets sur lesquels il faut aller à l'essentiel. C'est des choses qu'on mesure, qu'on commence à voir, notamment en Nouvelle-Aquitaine, sur le sujet de la chaleur renouvelable, où cette coopération est matérialisée, sans doute pas à l'échelle du point de vue des enjeux, mais est une coopération réelle et qui fonctionne parce qu'on détermine collectivement qui fait quoi, et on voit que les choses s'améliorent. Et je voudrais juste en conclusion vraiment finale vous donner deux informations, à la fois une information qui est plutôt dédiée aux élus des collectivités, en tout cas sur la région, et des services également de ces collectivités. Il y a à la fois la constitution du kakémono que vous voyez derrière moi qui s'appelle Élus pour agir. Il faut le prendre, ce réseau Élus pour agir, comme étant un organe d'information pour ceux qui le souhaitent, de formation éventuellement pour les élus qui le souhaitent, mais le prendre également comme un lieu, un creuset dans lequel vous avez aussi la liberté d'exprimer vos besoins. C'est aussi l'endroit dans lequel il est important d'écouter et pas juste dispenser de l'information, de manière à adapter encore une fois nos modalités d'intervention pour que ça colle au plus près de vos besoins. C'est un réseau je voyais le logo ADEME dessus, mais en réalité, c'est un réseau qu'on partage. On est juste l'opérateur du réseau. C'est un réseau qu'on partage avec un certain nombre d'intervenants de la sphère État et sans doute prochainement également avec d'autres collectivités. Voilà. C'est un réseau comme un autre. L'intérêt, encore une fois, c'est que vous arriviez à exprimer quels sont vos besoins immédiats, vos besoins un peu plus lointain, à la fois en termes d'information, d'arbitrage, d'expertise, mais également en termes de formation, d'outils collectifs. Et c'est aussi pour ça qu'il nous semble important que PQNA, sur ce sujet-là, continue à assurer l'animation de la dynamique qui a été enclenchée cette année, de manière à ce que nous prenions collectivement aussi des habitudes à la fois d'exprimer nos priorités, mais aussi d'arriver encore une fois à s'écouter mutuellement pour avoir sans doute des actions collectives qui soient un peu plus efficaces. Voilà, je vous remercie. Merci Cédric.
Mais merci surtout à tous les trois pour vos réactions et vos mots de clôture pour ce webinaire. On arrive au terme de ce webinaire et on tient vraiment à remercier chaleureusement l'ensemble des intervenants, Stéphane Vincent pour la 27e région, les deux élus qui nous ont fait vraiment le plaisir de venir sur le plateau aujourd'hui, donc Madame Sophie Brana du PNR Médoc et Monsieur Gilles Reynaud de la communauté de communes au Limousin en marche. En même temps que je les remercie, un petit mot également pour les équipes techniques du PNR et de la communauté de communes qui ont contribué à préparer ce webinaire. Donc Aurélie Aucheux, directrice du PNR Médoc, et Denis Chozara et Faona Chadouli de la communauté de communes au Limousin en marche. Et merci encore d'avoir été présents toutes et tous pendant 7h30. À bientôt.